Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ben. J'ai une émission qui s'appelle Nota Bene sur YouTube et qui parle d'histoire, plus particulièrement de vulgarisation historique, avec le camarade Raphaël de Codemu, que vous connaissez peut-être, qui est une émission sur la science des mots. Qui est vraiment très bien foutu. On a créé un genre de collectif qui s'appelle la Vidéothèque d'Alexandrie, si vous ne connaissez pas, donc c'est vraiment hyper bien. Et alors le concept de cette vidéothèque, c'est de rassembler un maximum de youtubeurs dits culturels ou éducatifs. Alors du coup, mon intervention, elle va porter sur le tournage. Est-ce que le tournage, c'est si important que ça, au final? Oui. C'est extrêmement important parce que le tournage, c'est ce qui va conditionner l'aspect final de votre vidéo. Outre-Atlantique, nos camarades américains ont eu une célèbre maxime, un proverbe qui dit « shit in, shit out ». Donc je traduis, en gros de la merde en entrée, de la merde en sortie. Si vous avez un tournage dès le début qui est mal foutu, ça va être difficile au montage de rattraper les choses. Voilà. Le tournage, ça va être le matériau brut à partir duquel vous allez partir pour faire votre vidéo. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est hyper important de consacrer un peu de temps à la préparation du tournage et à sa mise en œuvre. Donc, on va voir dans un premier temps comment tourner dans de bonnes conditions, comment réussir un tournage quand on est seul, parce que c'est souvent le gros problème qu'on a, nous autres vidéastes amateurs, c'est que souvent on n'a pas d'amis, voilà. On n'a pas d'amis, on est tout seul dans notre chambre ou dans notre salon. Moi, pour ma part, à partir de 21h, je fous ma femme dans sa chambre, les gosses dans leur lit, ils n'ont plus le droit de dire un seul mot, et je tente dans mon salon que je réquisitionne pendant 6 ou 7 heures des fois. On va commencer par vite fait les lieux de tournage, tout ça. On va finir ensuite pendant le tournage. Donc là, ça sera toute la partie tournée dans de bonnes conditions. On aura une deuxième grosse partie qui va être une partie plus technique, où là, j'aborderai des choses vraiment plus techniques, sur la lumière, comment ça fonctionne les caméras, les choses comme ça. C'est du b.a.-ba, il y en a peut-être plein d'entre vous qui savent déjà comment ça fonctionne, mais je pense que c'est très important de faire un petit point là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le YouTube amateur, c'est cool. On fait tous des choses qui sont intéressantes dans nos domaines, sauf qu'il y a un vrai problème avec la forme, souvent. Et la forme, il faut qu'elle soit au service du fond. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Quand je vais regarder une vidéo sur YouTube, le problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il y a des trucs qui vont être hyper intéressants, et en fait, sur la forme, le son est pourri, le mec est filmé dans le noir, on voit rien. Et le problème, c'est que moi, ça me donne pas envie de regarder, tout simplement. Et notamment au niveau du son, s'il y a un son qui est pourri, dès le début, ça va m'agacer, parce que je me dis, si je comprends un mot sur deux, ça sert pas grand chose de regarder la vidéo. C'est dommage, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont desservies par la forme parce que ça n'a pas été préparé au tournage. Alors, tourner dans de bonnes conditions. On va commencer par la préparation donc, au tournage avec les scripts, découpage, des plans et les tests. Alors, je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui aime un peu le freestyle, partir devant la caméra comme ça sans aucune préparation, c'est bien, c'est un exercice qui peut se réussir. Voilà. Moi, dans mon domaine, en tout cas, qui est le domaine culturel éducatif, c'est très difficile de faire ce genre de choses. Pour avoir un contenu valable et intéressant, c'est quand même bien de le structurer un minimum avant. Donc, ça ne veut pas dire écrire tout de A à Z, mais ça peut être un début. Moi, personnellement, j'écris tout de A à Z et je l'assume totalement, parce que c'est important d'avoir des idées très structurées. Donc dès le départ, avant de commencer le tournage, il va falloir penser à plusieurs trucs. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vidéo? Comment est-ce que vous voulez aborder les choses? Donc, si vous voulez faire de la mise en scène, ça va passer par des plans de découpage. Du style, je dis ma phrase A, sur ma phrase A, qu'est-ce que je vais mettre comme plan? Est-ce que je vais mettre un plan de moi devant? Est-ce que je vais mettre sur le côté? Est-ce qu'on va me voir en train de marcher? Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est hyper important, ça a l'air de rien, mais ça peut beaucoup vous aider. Préparez un plan écrit avant de commencer le tournage. Vous faites un petit rapport, c'est 3-4 pages, en disant voilà, je dis ça, je fais ça, je dis ça, je fais ça. Ça, c'est pour les vidéos mises en scène, et c'est extrêmement pratique, ça vous fera gagner beaucoup de temps au tournage, et ça vous évitera des fois de passer 10-15 minutes à poireauter en vous disant merde, en fait, qu'est-ce que j'avais prévu? Putain, je sais plus ce que je dois faire. Pour ceux qui écrivent leur texte de A à Z, si vous avez l'impression qu'au début, moi je sais que quand je finis mes scripts, ils atteignent 7, 8 pages, 9 pages, 10 pages des fois de texte. C'est beaucoup, ça peut faire peur. Vous avez le temps au tournage, vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé. Pour faire les choses bien, il faut prendre le temps. Moi, ça m'arrive, il y a des prises des fois, il y a une phrase en particulier où
je vais faire un one shot, je suis content de moi, voilà, bon, je double la prise au cas où. Il y a des phrases, j'y arrive pas du tout, je le refais 30 fois. Ça m'est déjà arrivé, c'est agaçant, on a envie de tout péter, mais il faut prendre le temps. Donc quand vous préparez à l'avance votre script, n'ayez pas peur de faire aussi des longues phrases et de préparer les choses. Pour moi, un tournage qui est bien réussi, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est un tournage qui va vous prendre le moins de temps possible au montage. Il faut vraiment que le tournage soit optimisé pour vous laisser du temps au montage, vous laisser le temps d'être créatif au montage. C'est se prendre un peu la tête au début pour que les choses soient bien faites. Ça passe par beaucoup de tests, le tournage. N'hésitez pas à tester. Vous lancez pas dans votre émission en disant « Je vais faire ma première émission, je pense que je vais le faire comme ça ». Vous placez le truc, vous balancez l'émission. Prenez le temps, vous faites un contenu, c'est important, ça va être récurrent, ça va prendre une grande place en général dans vos vies. Donc n'hésitez pas avant ça à vous prendre 3 heures, 4 heures, et vous faites des tests. Tiens, j'ai 2 loupiottes, si j'en mets une là, qu'est-ce que ça donne? Je me filme, je regarde. Tiens, et en fait, si je la mettais plutôt là et plutôt là, je me filme, je regarde, etc. Faites des tests, ça c'est hyper important, ça vous fera gagner beaucoup de temps après. Lieu de tournage, bon, la plupart d'entre vous, c'est les salons, les chambres, etc. C'est important, dans la mesure du possible, de faire en sorte que vous ayez le moins de bruit ambiant possible à côté de vous. C'est-à-dire ne pas avoir la petite sœur qui est derrière, en train de gueuler. Ça paraît évident, hein, mais bon, ça se voit. Petite dédicace à mon camarade Manu sur sa première vidéo. Il y avait sa petite fille derrière. Mais il a corrigé vite le tir. Si possible, isoler acoustiquement. Ça veut dire quoi? Si vous avez le choix entre plusieurs pièces pour tourner chez vous, ne prenez pas celle qui est au bord de la route avec le bus qui passe. C'est une question de pratique, parce qu'à un moment donné, si vous vous lâchez et que pendant le tournage, c'est la bonne prise, il y avait la phrase qu'il ne fallait pas louper et qu'il y a un bus qui passe, c'est quand même bien dommage. Ensuite, fenêtres et lumière du jour. Ça, c'est important aussi. Je vais l'aborder après au niveau des techniques d'éclairage. Au niveau des techniques d'éclairage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs températures de couleur, ce qu'on appelle température de couleur. Par exemple, à l'extérieur, là, la lumière est plutôt bleue. La lumière du ciel. Les lumières comme ça, bon, elles sont un peu blanches. En intérieur, des lumières, les lumières qu'on utilise en général sont plutôt jaunes. Donc vous voyez, il y a quand même un contraste. Le problème, c'est que si on se filme à un moment donné avec une lumière de l'intérieur, par exemple, je sais pas, une lampe de chevet, par exemple, que vous mettez juste là, et qu'à côté vous avez votre baie vitrée, vous allez vous retrouver avec la moitié de la face jaune, l'autre bleue. Bon. C'est un style esthétique. Maintenant, du coup, il faut faire hyper attention à ça parce que ça participe aussi au fait que vos vidéos passent pour amateurs ou un peu plus pro. Parce qu'en général, on aime bien qu'il y ait la même couleur partout sur l'image et pas qu'il y ait des nuances un peu dégueulasses qui traînent partout. Donc, mon conseil, c'est de faire tout l'un ou tout l'autre. Soit vous avez une pièce qui est hyper éclairée, vous avez plein de fenêtres, c'est la teuf, vous décidez de le jouer à fond. Pas de lumière ou alors des lumières blanches. Même ça, à la rigueur, ça peut à peu près fonctionner. Mais des lumières blanches, on peut en trouver sur Internet à partir de 60 €. Il y a plein de petits types de lumières, genre ça s'appelle des fluos par exemple. Des lumières en général daylight. C'est ce qu'on appelle sur Amazon par exemple. Vous trouverez très facilement des lumières daylight à partir de 60 € qui vous permettront de faire un raccord avec la bonne température de couleur. Ou alors, vous faites, moi c'est ce que je fais, j'ai acheté des lumières comme avec le même éclairage qu'on a chez nous, tous, et je ferme tous les volets pour pas laisser rentrer la lumière du jour. Comme ça, je suis tranquille et j'ai pas de problème de cohérence de lumière. L'astuce aussi, quand on ferme les volets et qu'on décide de tourner avec des lumières d'intérieur, des lumières plutôt jaunes, c'est que vous allez éviter un problème que vous avez sûrement tous rencontré quand vous êtes devant une fenêtre, à savoir les changements de luminosité. Voilà, c'est ce qu'on appelle des fausses teintes, et des fois on est obligé d'attendre 15-20 minutes avant que le nuage passe, des fois c'est très chiant. Donc vous fermez le volet, vous mettez vos loupiottes, vous êtes peinard, vous n'avez plus de problème. Voilà, et déjà ça aussi, ça vous fait gagner du temps au tournage. Bon, pour la plupart on n'a qu'une seule caméra, mais des fois, on ne sait jamais, si vous chopez une caméra, la caméra du voisin ou chose comme ça, on peut facilement se retrouver à 2-3 caméras, parfois même 4, hein, si... Des petites caméras à 200 €, ça fait largement l'affaire maintenant. Honnêtement, au niveau de la qualité image, c'est accessible à tous. N'oubliez pas, au début de votre tournage, quand vous lancez toutes vos caméras, de faire ce qu'on appelle un clap. Les amis, ça c'est très important. Vous avez ne serait-ce que 2 caméras, vous arrivez, vous mettez devant les 2 caméras en même temps, qui sont en train de filmer. Un clap.
Ça sert à quoi? Ça sert à la synchro, à la synchronisation du son quand vous serez au montage, et ça sûrement le camarade en parlera. Ça va vous permettre en l'espace de 20 secondes de prendre vos deux clips, les deux caméras, et de les relier à l'endroit où vous avez clapé, histoire que vous n'ayez pas de problème de désynchronisation du son. Vachement important, parce que si vous le faites pas, si vous oubliez ce petit clap, bah, c'est pas 20 secondes que ça va vous prendre, ça va être 5 voire 10 minutes des fois, si vous avez plus de caméras. C'est encore du temps de perdu, cette fois-ci au montage. Pour l'élocution, n'hésitez pas à vous reprendre et à vous lâcher. Ça, de toute façon, c'est la magie du montage après. Quand vous allez faire votre montage, il faut que ça soit dynamique pour pas que les gens se fassent chier. Donc vous allez faire des cuts, tout simplement. Vous allez couper les fins de phrase, les débuts de phrase. Donc à un moment donné, n'hésitez pas à vous lâcher et à vous reprendre. C'est pas grave. À un moment donné, vous butez sur une phrase, c'est pas grave. Vous allez vous prendre un Coca-Cola ou un Pepsi ou un Bread Cola. Et à partir de ce moment-là, vous revenez après, vous avez soufflé, vous êtes tranquille, vous reprenez le tournage. Mais c'est hyper important de prendre son temps pour pas paraître crispé devant la caméra. Parce que ça, il y a rien de pire de voir quelqu'un qui est devant, qui essaye de capter notre attention, qui n'y arrive pas, parce que lui-même, il est tendu et il n'est pas convaincu de ce qu'il va dire. Donc ça, après, c'est à chacun de vous adapter, d'adapter aussi vos techniques de tournage et votre personnalité à votre tournage. Il y a des gens qui, c'est mon cas, je préfère avoir tout décrit et pas dire mot par mot tout ce qu'il y a, mais presque. Et puis il y a des gens qui vont pouvoir improviser un petit peu autour d'une idée, et c'est très bien aussi. Mais il faut le faire à votre façon, et il ne faut surtout pas hésiter à se couper quand vous avez fait une connerie, à se poser, et voilà, à être le plus naturel possible. C'est pas grave de reprendre 30 fois. De toute façon, au montage, après, moi en général, le montage, en gros, je vois la gueule de ma piste son, je prends toujours les dernières prises que je fais, parce que je sais que les dernières prises, c'est les bonnes, c'est celles où j'ai réussi. Entre le début et la fin d'une phrase, laissez un blanc, c'est très important pour le montage. Au tournage, fatalement, il va y avoir des raccords entre les plans. Après, tout dépend de votre programme. Des fois, vous avez juste une caméra, vous ne changez pas de valeur de plan, et puis c'est cut. Des fois, vous changez de valeur de plan. Ça dépend de vous. Sauf qu'à un moment donné, si on vous voit commencer à tourner la tête, et qu'on vous retrouve sur le plan d'après, avec la tête en avant, on regarde à la caméra, il va y avoir une sensation de bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pensez raccord, pensez montage. Tout le temps, pensez montage quand vous faites le tournage. Et laissez bien des blancs au début et à la fin de votre phrase. Il faut respirer pendant le tournage, c'est hyper important. Attention aux raccords, justement, les raccords. On en a parlé, il y a les raccords lumière. Donc, les raccords lumière, je vous ai déjà filé mon petit tip à moi. Évitez, moi j'aime pas trop tourner avec la lumière extérieure du jour, parce qu'effectivement, on peut avoir des faux raccords de type un nuage qui passe. Donc ça, c'est important. Évitez les raccords, coiffure pour les filles ou pour les mecs qui, comme moi, se prennent pour une fille avec les cheveux longs. Et évitez juste de tourner les cheveux longs et puis le plan d'après, vous avez les cheveux attachés, parce que ça peut arriver, des fois on n'est pas concentré. Voilà, c'est quand même con pour le raccord. Si vous avez des objets à côté de déco, c'est pareil. Essayez de ne pas trop y toucher. C'est pas forcément gênant dans l'immédiat, mais enfin si toutes les 10 secondes vous avez tout votre bureau qui bouge, ça va commencer à être un peu space. Ça peut jouer après, mais ça s'appelle du comique de répétition. Pareil au niveau des vêtements, parce que ça je sais que alors pour X raisons, des fois on peut foirer une partie du tournage ou n'importe quoi. Pour X raisons, on peut être amené à faire un tournage en 2 fois. Le lundi, le mardi, le samedi, le dimanche, le jeudi, vendredi. Plein d'exemples. Plein de possibilités. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez tourné vos premiers rushs, avant de tourner le deuxième, regardez ce que vous avez fait sur le premier. Regardez où est-ce que vous avez posé les objets. Regardez comment est-ce que vous étiez habillé. Important. Parce que ça aussi, un changement de fringue en plein milieu, c'est pas terrible. Pensez à faire des petites pauses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à respirer, à prendre des pauses. Moi, j'ai honnêtement des émissions qui se passent mieux que d'autres. J'ai des émissions où j'en ai pour... 2h30 de tournage, ça c'est les meilleures émissions, ça se passe bien, je suis en forme, c'est la teuf. Les émissions où ça se passe mal, parce que je suis fatigué, des fois c'est 6 ou 7 heures de tournage. Donc 6 ou 7 heures de tournage, à la fin on commence un peu à être crevé. N'hésitez pas à prendre une pause à un moment donné, restez pas trop devant les lumières parce que ça chauffe, il ne s'agit pas de tomber dans les pommes, il ne s'agit pas de vous rendre pas performant, au contraire, il faut être performant jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à aller vous prendre un café à un moment donné. C'est hyper important de faire une pause et de ne pas vouloir rusher en disant « Ah, c'est bon, il faut que j'y aille parce que ça me saoule ». Non, si vous voulez vraiment que votre programme soit de qualité, mettez-y le temps qu'il faut. Et enfin, alors, sur ma fiche, je l'ai marqué comme ça, mais c'est vrai, hydratez-vous, la qualité du son n'en sera que meilleure. Pourquoi ? Ayez toujours une bouteille d'eau
et j'insiste bien sur l'eau plate, moi qui ne bois que du Coca-Cola. Parce que l'eau, ça va vous désaltérer, non seulement, mais ça va vous éviter d'avoir la bouche pâteuse, et donc de buter sur des mots, ou des fois il y a des sons qu'on va pas réussir à prononcer tout simplement quand on n'a pas la bouche hydratée. Ayez une bouteille d'eau toujours à côté de vous, c'est hyper important. Ensuite, le son rapidos, comment installer un micro-cravate, parce que le micro-cravate à 20 balles qu'on a pris, c'est cool. Quand on a une cravate, c'est simple, un micro-cravate, hein, hop, on le pince sur le côté, voilà, ça va. Sur un t-shirt, c'est pas pareil. Un t-shirt, forcément, le micro sera sûrement en travers un petit peu. Donc faites attention, essayez de bien le mettre droit, essayez de pas trop le rapprocher de votre cou, sinon ça va pas s'entendre, il n'y aura que les bruits de gorge qui vont ressortir. Essayez de pas si vous portez un col V ou parce que vous avez envie de montrer vos poils, comme moi sur ma caméra avec ma chemise, qu'il soit pas trop bas non plus, qu'il frotte pas contre votre t-shirt ou votre pull, parce que ça aussi les frottements, malheureusement avec les micro-cravates, on tombe dans ce travers aussi. Que faut-il éviter pendant le tournage au niveau du son? Voilà, rapidos, ça c'est hyper important. Quand vous tournez, éteignez votre téléphone. Si vous achetez un micro à un moment donné pour faire du bon son, allez pas vous caler à côté du PC qui souffle comme un bœuf parce qu'il est en train de chauffer. Ça sert à rien parce que derrière vous allez avoir... Ça va être chiant pour vous et surtout pour vos auditeurs. Donc éteignez les PC, ou alors si vous n'avez pas le choix parce que vous faites une captation directement du son depuis le PC, vous éloignez le PC le plus possible, vous tirez les câbles, mais il faut se donner la peine de faire ça pour améliorer son son. Évitez de déplacer le micro pendant le tournage. Moi j'ai un micro podcast que je place, j'évite de le bouger, parce que sinon si je le bouge à différents endroits, forcément ma voix va pas être du tout la même, on n'aura pas le même timbre, on va pas avoir le même volume. Non seulement ça va se voir sur le produit final, mais en plus au montage vous allez galérer pour rattraper les différences de volume, les différences de timbre, etc. Donc ne le déplacez pas. Et évitez les trop gros écarts de volume de voix. Alors, certains d'entre vous ont des programmes un peu déjantés où on crie dans tous les sens. Donc dans ce cas-là, il faut bien régler sa caméra et son micro avant pour ne pas saturer. Normal. Mais évitez les trop gros écarts de voix. On ne va pas passer du chuchotement au mec qui hurle d'un coup, parce que c'est le meilleur moyen, soit d'entendre que dalle, et donc après de devoir rehausser la voix, et donc d'avoir beaucoup de bruit de fond qui va remonter derrière avec toujours un... Voilà. Soit vous allez faire saturer votre son. Quand c'est saturé, l'information est perdue. Vous ne pourrez pas récupérer. Donc dans tous les cas, vous aurez un son qui ne sera pas terrible. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à éviter. Je déborde un peu sur le montage de tout à l'heure parce qu'il vous en parlera. Mais juste après le tournage, on a ce qu'on appelle le dérochage et les copies. Pour moi, ça fait partie du tournage que de s'assurer que ce que vous avez filmé, c'est bien sauvegardé. Donc, petit conseil, vous finissez le tournage. Pour X raisons, vous pouvez vous dire « Ah, mais c'est pas grave, je copierai tout ça demain ou après-demain, de toute façon, c'est sur ma carte. » Faites gaffe, parce que on ne sait jamais, peut-être que votre femme, le lendemain, elle va aller faire des photos des gosses et puis elle va tout effacer. Je dis ça alors que c'est totalement faux, en plus, elle l'a jamais fait. Mais c'est important, je sais que c'est chiant. Moi, je sais que quand je termine un tournage à 2h30, 3h du matin, ça me fait chier de rester encore une heure et demie des fois devant mon PC à attendre que le son déroche et que les deux, trois caméras dérochent. C'est long, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher. Mais en même temps, le lendemain, je suis content, je sais qu'au moins, j'ai tout sur mon disque dur. Si vous avez l'occasion d'acheter un autre disque dur de sauvegarde, faites-le, les amis, parce que, mine de rien, ce qu'on fait, on produit énormément de, je sais pas vos rythmes de fréquence, mais que ce soit une fois par semaine ou une fois par mois, ça fait quand même beaucoup de contenu audiovisuel. Ça a une valeur, votre travail. Il ne faut pas que ça parte dans les limbes. Donc à un moment donné, si votre PC crame, les amis, vous perdez tout. Donc n'hésitez pas, quand vous avez tout déroché, à brancher votre disque de sauvegarde, ça mange pas de pain. Juste avant d'aller vous coucher, vous lancez une sauvegarde dessus, et voilà. Au moins c'est fait. Le jour où votre PC crame, vous avez au moins les rushs de sauver, et vous pouvez les réexploiter. On va attaquer la petite partie pseudo-technique. Je dis pseudo-technique, voilà, on va aborder les choix du matériel, tout ce genre de choses, parce que je sais que plus ou moins, en fonction des budgets, c'est difficile de s'équiper, on ne sait jamais trop quoi choisir. Est-ce qu'il faut que je choisisse une petite caméra? Est-ce qu'il faut que je tourne avec ma webcam? Est-ce qu'il faut que je prenne un 5D Mark III parce que c'est trop de la balle? Honnêtement, il est faux de penser que si on ne dépense pas 3000 balles, on n'aura pas une qualité d'image. Parce que maintenant, c'est plus du tout un frein. Et moi qui viens du milieu de l'audiovisuel avant, parce que j'étais caméraman, le problème,
des boîtes de l'audiovisuel, c'est que sur les quelques dernières années, on a à peu près 3/4 des boîtes qui se sont pété la gueule. Et pourquoi? C'est parce que le matériel est devenu accessible aux amateurs. Et que beaucoup d'amateurs se disent « À quoi ça sert de faire appel à un professionnel? Moi, de toute façon, j'ai une caméra, elle fait de la putain d'image, ça me sert à rien. » Il y a d'autres valeurs ajoutées qu'un professionnel peut ajouter sur la construction d'une vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, choix du matériel. Auparavant, pour mon émission, ceux qui connaissent Nota Bene, j'utilisais qu'une seule caméra. J'ai 3 angles de vue, du coup en fait je me retapais tout le tournage 3 fois pour faire les différences d'angles. Voilà. Et dernièrement, j'ai investi dans un appareil à photo, enfin un réflexe, afin de pouvoir moins galérer quand même, parce que c'était un peu long. Du coup, bon, vous allez le voir, il y a une différence quand même d'image. Hein. C'est clair que c'est pas du tout les mêmes images. Donc là, on aura d'autres problématiques après si vous êtes en multicaméra par la suite qu'on évoquera. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est l'appareil à photo ou est-ce que c'est la caméra? Je vais vous laisser juger. De toute façon, je vais vous balancer juste un petit truc sans son. Donc ça, c'est l'appareil à photo. Vous voyez, bon, la qualité est ce qu'elle est. Et ça, c'est la caméra amateur. Ça change, mais c'est très loin d'être nul, les amis. Alors ça, c'est une caméra, effectivement, bon, qui vaut déjà un peu plus cher, qui vaut 700 € la caméra amateur. C'est une caméra haut de gamme amateur. Et le réflexe que j'ai chopé, c'est exactement le même prix, c'est à peu près 700-800 €. On peut tenter donc de prendre un appareil réflexe parce que l'image est beaucoup plus flatteuse. On a ce qu'on appelle une profondeur de champ, c'est magnifique. Ça pose de gros problèmes au tournage, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de matériel. C'est des matériels qui vont vous permettre une maîtrise beaucoup plus fine de l'image. Il y a beaucoup plus de réglages. Donc en soi, c'est vachement bien. Sauf que beaucoup de réglages et beaucoup de personnalisation, ça ne veut pas dire que vous allez en faire de belles choses. Ça prend du temps à s'apprivoiser, ce genre de matos. Donc vous pouvez très bien l'acheter, mais prenez un peu de temps avant de commencer vos vidéos avec, parce que c'est le meilleur moyen de foncer droit dans le mur. Je m'explique. Sur les réflexes, ce qui caractérise l'image des réflexes, c'est la faible profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone où vous allez être net dans l'image. Et ça, en caméra, en général, vous filmez avec une caméra, c'est à peu près net partout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bouger comme vous voulez, vous serez toujours net. Avec un réflexe, ça donne une image un peu cinéma. Il y a donc la profondeur de champ qui est toute faible. Donc en gros, vous allez être net, suivant vos réglages, dans une zone qui peut aller de 3 cm à 20 cm. Sauf que pendant vos vidéos, vous allez sûrement peut-être bouger. Donc, si vous commencez à bouger, il faut quelqu'un pour gérer ce qu'on appelle donc le point, la mise au point sur vous, afin que vous soyez toujours net. Quand vous êtes tout seul, c'est dur. Et en appareil réflexe, ça commence à arriver, mais il y a très peu de mise au point automatiques qui font le job et qui le font bien. Avec une caméra, vous n'avez pas ce problème-là. Et en général, les autofocus des caméras sont beaucoup plus performants pour l'instant. Donc ça commence à s'inverser, notamment le boîtier que j'ai acheté est un 70D de chez Canon, et ils ont développé une nouvelle gamme d'objectifs spécialement conçus pour la vidéo. Donc là, avec des autofocus vraiment de malade, où là on n'aura plus ce genre de problème. Mais c'est encore un investissement à faire. Hein, c'est l'objectif le moins cher, je parle bien de l'objectif, pas du boîtier, c'est genre 300 balles. Donc là, ça commence à faire beaucoup de thunes à lâcher. Et ça fait un peu chier parce que on est quand même des amateurs. Pour la plupart, soit on a un boulot à côté, soit on est étudiant, soit on est au chômage. Du coup, effectivement, l'objectif, c'est que ça coûte le moins de thunes possible. Donc déjà, mon conseil, c'est que si vous avez un réflexe, c'est très bien parce que maintenant il y en a beaucoup qui en font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la photo. Et moi par exemple le réflexe je l'ai acheté aussi parce que ma femme fait de la photo, donc je me suis dit bah allez, comme ça on fait une pierre deux coups. Donc c'est bien, il y a beaucoup de gens qui en ont, vous pouvez vous en faire prêter un ou en acheter un. Mais faites attention, voilà, parce qu'au niveau des réglages, c'est pas toujours évident et on a vite fait au début de pas faire ce qu'on veut. Avec des caméras même à 200 balles, qu'on a à peu près tous maintenant à la maison, parce que papa s'en est fait offrir une à Noël dernier, il y a moyen de faire des trucs. Là, dernièrement, je tourne des clips en dehors de ça pour des potes Zikos, des clips de métal, et il se trouve que j'ai mélangé sur la même prise un 60D, ma caméra professionnelle, enfin, haut de gamme amateur, et 2 caméras à 200 balles. Je suis derrière passé en post-production, j'ai fait un peu de correction des couleurs, j'ai mis à rajouter les effets, je l'ai fait regarder à mes potes, ils n'ont pas vu la différence entre un 60D et celle à 200 balles. Je vous le dis, c'est important. Ça veut dire qu'on peut faire quand même des belles choses avec une caméra à 200 balles. On n'a pas forcément besoin de claquer énormément de thunes.
Voilà. Pour filmer tout seul, il y a un truc qui est vachement important. Ça s'appelle le retour image ou le retour caméra. Parce que quand vous filmez seul, c'est bien quand même de se voir. Donc la plupart des caméras maintenant ont quand même des écrans qui sont réversibles. Vous pouvez vous voir dedans. Bon, quand vous êtes un peu loin de la caméra, c'est toujours un peu compliqué de voir si tout se passe bien. Mais au moins, vous avez une idée de où vous êtes dans le cadre. Et c'est ce que je vais illustrer parfaitement à travers cette vidéo magnifiquement réalisée par mes soins, qui s'appelle le retour caméra.mp4. L'importance d'avoir un retour image. C'est super important parce que là, je suis en train de me filmer et sur ma caméra, je peux regarder mon écran et me dire « Ok, c'est bon, j'ai de la latitude, je peux bouger, je suis dans le cadre, tout va bien. » Si je n'avais pas de retour image, à un moment donné, ça se trouve, je vais me mettre comme ça et je ne verrai pas que je suis en train de sortir du cadre. En l'occurrence, là, je le vois, donc je reviens dans le cadre. À un moment donné, si je veux aussi, pourquoi pas, pouvoir interagir avec un futur élément d'habillage, que je vais mettre par exemple, je sais pas, une petite vidéo par là en disant « Vous allez cliquer sur la vidéo ». Et là, je peux me voir dans le cadre en me disant « Vous allez cliquer dans la vidéo ». Donc, il y a un moment donné, le retour vidéo, c'est hyper important pour voir ce que vous faites. Alors, c'est pas avec un petit retour vidéo alors que vous êtes placé à 3 mètres que vous allez voir si vous êtes flou ou pas. Hein. En général, on est d'accord là-dessus. C'est pas là-dessus que ça se joue, mais ça a vraiment de l'importance pour savoir où vous êtes placé, si à un moment donné, vous n'êtes pas trop décalé, notamment en multicaméra. Et pour savoir avec quoi vous allez interagir, effectivement, si vous avez des éléments d'habillage qui arrivent derrière et que vous y avez déjà pensé au moment du tournage. Avec la plupart des réflexes, on n'a pas de retour image. Hein. Le 60D, le 70D que j'ai abordé, parce que je suis désolé, je connais que Canon, le reste, je suis vraiment hyper nul. Vous avez des écrans qui peuvent justement servir de retour image. Si vous n'avez pas de retour image, il peut y avoir une astuce. La plupart maintenant des caméras, voire même des réflexes, ils ont des petites sorties HDMI ou mini HDMI. Donc vous prenez un câble HDMI et vous la branchez sur une téloche que vous mettez derrière la caméra. Et là, vous pouvez avoir un retour image sur un grand écran derrière vous qui ne vous fait pas de bruit et où vous pouvez effectivement voir si vous êtes dans le cadre ou pas. Donc c'est une astuce, n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas de retour caméra directement sur la caméra. Quelle lumière choisir? Quelle lumière choisir? Alors ça, c'est des choix esthétiques principalement et financiers. Pour commencer, on va dire que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Pour commencer, là dernièrement, je discutais avec Léo de Dirty Biology, que vous connaissez peut-être. Il a été, je ne sais pas dans quel supermarché, il s'est acheté plein de petites lampes, de petits spots qu'il a pas cher, système débrouille, qu'il a accroché un peu à droite, à gauche dans sa chambre, pour se faire une belle lumière sur lui. Et je pense qu'il en a eu pour 20 balles à tout casser. Donc pour 20 balles, il s'éclaire, ça fait le job, c'est pas parfait, mais avec 20 balles, vous pouvez déjà approcher la lumière, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc à partir de 20 balles, vous pouvez faire des choses. Maintenant, il existe d'autres lumières que vous pouvez choper principalement sur des sites en ligne et qui sont pas chères. Donc on a les lumières type daylight, c'est ce que je disais tout à l'heure, des lumières assez bleues qui peuvent coller avec la lumière du jour, donc ça peut être pratique. Et ça, vous en avez à partir de 60 € ou 60 $ sur Amazon par exemple. Ça peut être vachement utile de les avoir. En général, ça fait une lumière très douce parce que c'est fourni en plus avec un système de parapluie. Voilà, vous avez une lumière vraiment très douce. C'est pas très compliqué à gérer. Vous arrivez, vous allumez votre lumière, vous la mettez devant vous. En général, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire de plus, étant donné que c'est une lumière très enveloppante. Ça vous prend un peu partout. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des fluos qui peuvent coûter un petit peu plus cher. C'est un peu des sortes de néons, on va dire, pour grossir la chose, qui peuvent coûter un peu plus cher, qui sont un peu plus économes en énergie, donc ça c'est si vous êtes pingre, je ne sais pas. Un petit peu moins pratique à l'utilisation, mais qui ont un style d'image aussi très enveloppant. Et ensuite, vous avez les lumières tungstène. Donc les lumières, le tungstène, hein, c'est les filaments qu'on utilise chez nous. Enfin, maintenant, c'est de la basse consommation, mais la lumière jaune, tout simplement. Qui a des avantages et des désavantages. Le désavantage, c'est qu'effectivement, si on a une fenêtre, ça commence un peu à nous enquiquiner. Donc, si on a une fenêtre à côté et qu'on veut la laisser ouverte, il va falloir rajouter ce qu'on appelle des filtres dessus, qu'on va acheter en plus et tout. C'est chiant. L'autre inconvénient, c'est que ça chauffe par rapport à des lumières daylight, donc fluo. Ça chauffe et ça peut chauffer beaucoup, suivant ce que vous achetez.
Moi, j'ai déjà fait des sessions de tournage avec seulement 2 petites lampes. On était 5 à l'intérieur. La température peut monter à plus de 40 degrés facile, hein, 40-45 degrés. J'ai déjà eu des malaises. Mais pour moi, le tungstène, ça a une valeur ajoutée. Enfin, au niveau de l'image, ça me plaît beaucoup. Et donc, je l'utilise à titre perso. Parce que il y a un autre grain, il y a une autre lumière. On peut faire aussi des jeux de lumière qu'on peut faire aussi avec des lumières du jour, mais on a des lumières qui sont beaucoup plus tranchées. On peut faire des images un peu plus contrastées en général. Là, je vous parle vraiment pour le matériel accessible, hein, parce qu'après pour les matériels d'éclairage très fins, pour aller éclairer juste la tache sur le nez, on va commencer à aborder des prix qui sont pas abordables. Voilà, donc 3 types de matériel, sachant que les lampes tungstène, moi je les ai achetées par 3 avec des lampes de rechange parce que les lampes ça crame souvent. J'en ai eu pour 180 €. Voilà. 180 € et j'ai 3 lumières pour m'éclairer, ce qui est pas mal parce que du coup en fait pour mon émission j'en utilise 2. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez le rentabiliser ou pas, mais gardez à l'esprit que même avec une halogène ou n'importe quoi, au début c'est toujours mieux que de rien avoir du tout. Toujours. D'ailleurs, je vais anticiper le truc, choix de la lumière. Attention, le choix de la lumière, point MP4 mesdames et messieurs. Là, je suis éclairé et ça se voit sur mon visage, ça se voit derrière, on sent qu'il y a de la lumière, il y a une présence, tout de suite ça rajoute un petit cachet. Vous voyez que mon image est beaucoup plus contrastée, ça peut être un style de lumière, ça peut être un jeu de lumière, très bien, après c'est à vous de décider ce que vous voulez. Et voilà, pas de lumière, franchement vous voyez, c'est quand même moins classe. C'est résumé très grossièrement, mais vous voyez l'idée quand même, c'est quand même flagrant, non? Il y a un moment donné, si vous vous donnez la peine de placer juste une lumière, vous prenez une lumière toute pourrie même, vous mettez du papier cuisson par devant, pas déconner, du papier cuisson par devant qui va diffuser la lumière, et là, rien que ça, devant vous, ça vous éclaire, ça fait un rendu tout de suite un peu plus professionnel, il y a plus de cachet. Donc des petites astuces auxquelles il faut penser. Pour le son, qu'est-ce qu'il y a pour le son? Le son, c'est... Je viens de l'image, pendant plus de 6 ans, j'ai tenu des caméras, j'ai fait des lumières, tout ça, machin, et je ne prêche absolument pas pour ma paroisse. Le plus important dans une vidéo, ce sera jamais l'image, c'est le son. C'est absolument le son. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que la vidéo soit au service de votre discours. Vous rédigez quelque chose, vous avez une idée à faire passer, c'est important qu'elle soit intelligible. Ça passe en partie par l'image, mais surtout par le son. Si vous avez un son de merde, à un moment donné, la personne en face, elle ne sera pas apte à recevoir votre message. Et c'est bien dommage, parce que vous avez des choses à dire. Donc pour le son, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, je vais introduire cette séquence avec un autre fichier MP4. Il s'appelle, attention, le son.mp4. Et pour le son alors, comment est-ce qu'on fait pour s'équiper? Alors forcément, la chose à ne pas faire, c'est de laisser le son caméra. Avec un son caméra, vous n'allez pas entendre grand-chose. Et la preuve... Cependant, les habitudes ont la vie dure, et on considère qu'en 1904, environ 45% des accouchements se pratiquaient encore à domicile. Vous voyez, c'est pas tip top, hein. Avec un micro tel que celui que je porte actuellement, qui est un ATR 3350 de chez Audio-Technica, ça coûte à peu près 25 € sur un grand site de vente en ligne, hein, comme Amazon, je vais citer 3 marques, Price Minister et Rue du Commerce, tiens, voilà. Avec 25 €, on n'a pas un résultat qui est parfait, on peut même avoir des petits parasites, des choses comme ça. C'est perfectible, mais au moins la voix, elle est présente, et donc vous pouvez déjà capter votre audience. Donc c'est un investissement qui est relativement facile à faire. Et maintenant, pour du son de plus haut de gamme, on va dire, il peut y avoir d'autres solutions, soit des micros haute fréquence, donc HF comme celui que je porte, micro-cravate, qui sont d'une qualité supérieure, mais là on va tout de suite taper dans les plus de 200 €, soit des micros podcast comme celui que j'utilise durant mon émission, et je vous montre tout de suite que la qualité du son est quand même bien meilleure. Cependant, les habitudes ont la vie dure, et on considère qu'en 1904, environ 45% des accouchements se pratiquaient encore à domicile. Vous voyez, il y a déjà plus de présence, même si le micro également est perfectible. Là, pour un tarif de 120-150 €, on a déjà quelque chose de très bien. Vous voyez que c'est hyper important le son et qu'à partir de 25 € avec un micro que l'on pourrait qualifier de prime abord de merde, on a déjà une présence. Et ça, c'est le plus important parce que vous avez vu sur la caméra, on n'entend absolument que dalle. Là, au moins, avec 25 €, alors ça peut poser des problèmes en post-production parce que c'est pas des micros de haute qualité, mais avec ça, pour 25 €, vous arrivez à faire quelque chose de propre. Et je pense que même en étant étudiant, si on veut se lancer et faire des vidéos, on n'est pas à 25 balles près, honnêtement. Donc, le son, c'est bien. Alors après, on peut le plugger directement sur la caméra ou pas.
c'est déconseillé parce qu'effectivement dans les caméras après il y a tout un système derrière, ça chauffe, ça fait plein de trucs, ça fait du bruit, donc éventuellement ça peut pourrir un peu votre son, donc le mieux c'est d'avoir un enregistreur externe, ça c'est un autre investissement et il y en a qui apparaissent à partir de 70-80 € déjà qui sont très bien, le Zoom H1 si vous voulez noter, notamment que beaucoup de gens utilisent, c'est l'enregistreur des pauvres, c'est le nôtre, voilà. Donc c'est important de l'utiliser. Pour les micros, donc 25 € c'est le premier prix. Honnêtement, la gamme du dessus, on passe direct à 200 balles. Il n'y a pas de milieu. Voilà. Honnêtement, il y a des micros qui se font maintenant à 500 balles, à 50 balles que vous pouvez clipser sur votre iPhone, des choses comme ça, c'est très bien. La différence n'est pas flagrante pour le prix, honnêtement. Il faut taper vraiment dans plus cher pour commencer à avoir des résultats. Après, donc, vous avez les fameux micro-podcasts, comme moi j'ai, qui sont très bien pour faire de la voix off, par exemple, si vous avez des images, des choses comme ça et que vous apparaissez pas devant. Ou alors, il faut que le micro soit près de vous. Donc ça veut dire le jouer et le mettre dans le cadre. Moi, quand j'ai commencé mes émissions, je voulais absolument pas qu'on voit le micro. Du coup, c'était limite, j'avais un son cam, quoi. J'étais hyper loin, ça servait absolument à rien. Donc du coup, je l'ai choisi de le mettre dans mon cadre, un peu judicieusement, car certains m'ont fait remarquer qu'il représentait une partie importante de mon anatomie. Mais en tout cas, l'effet est là et le son est bien capté. Et c'est le job. Donc à un moment donné, s'il faut que vous mettiez le micro dans le cadre pour avoir une bonne image, jouez-le à fond. Ne le cachez pas, assumez-le. C'est important d'avoir une bonne qualité de son. On va essayer d'accélérer un peu parce que quand même, je suis lent. Le budget global. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'un moment, la caméra, ça on peut pas vraiment compresser le coût. Une caméra, ça coûte minimum 200 balles. Maintenant, il y a plein de moyens pour s'en procurer. Voilà. Le son, je vous l'ai dit, pour moi le minimum c'est 25 €, c'est un micro-cravate. La lumière, le minimum, c'est une lampe de chevet. Chez Ikea, voire celle que vous avez déjà sur le bord de votre lit. Donc c'est pour pas cher, on peut vraiment en avoir pour pas cher. Si vous vous posez la question à savoir combien est-ce que j'ai investi de matos pour la première version de Nota Bene, pour ceux qui ont vu mon programme, celle où je filmais tout 3 fois, en gros, on va dire que j'ai claqué, j'ai un peu d'économie que je n'ai plus, 1 200 € de ma poche. 1 200 € de ma poche pour ma caméra qui m'a coûté à peu près 700-750 €. 200 balles pour les lumières avec les lampes de rechange, très important. Quelques consommables. Le micro-podcast. Voilà. Après, parce qu'on est en conférence, je vous dirais que il faut acheter une licence de montage. Voilà pour le budget. Donc il y a un budget minimum, c'est sûr, mais il y a toujours moyen de se démerder. Après, il y a un budget que je pense déjà très bien pour faire des vidéos. Vous voyez, enfin, je pense que la qualité de mon programme n'est pas ridicule, même si elle n'est pas exceptionnelle. Voilà, si vous avez un peu de thunes, vous pouvez en claquer. Ça sert à rien d'aller claquer des thunes dans un 5D Mark III, qui est certes fort bien pour faire plein de choses, mais qui vous emmerdera et qui vous coûtera surtout beaucoup trop cher pour ce que vous allez en faire en général. Pour finir avec le choix du matériel, j'aimerais aborder une petite idée comme ça qu'on pourrait lancer et qui aiderait pas mal de monde. Est-ce que vous avez déjà pensé à la mutualisation? La mutualisation du matos. Parce qu'à un moment donné, on est plein de vidéastes. Et on est plein de vidéastes, on n'est pas tous sur Paris. Moi-même, je ne suis pas sur Paris, je suis sur Tours. Je suis un peu tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Il y a plein de villes où il y a plein de vidéastes. Là, à Avignon, on a Axelot et le Fossoyeur. À Dijon, on a Manu. Bref, il y a un moment donné, si vous êtes un groupement de vidéastes, que vous n'êtes pas loin, que vous vous connaissez, il y a moyen de mutualiser le matos. Il y en a un qui a du son, c'est cool. Il y en a un autre qui a l'image, c'est cool. Réunissez-vous, ça vous fera moins cher. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire des trucs de qualité, voire même vous aider pour les tournages. Et à un moment donné, si vous avez même un local spécial, vous pouvez vous réunir dedans. Et ça, c'est vachement bien, parce que non seulement ça favorise la collaboration entre youtubeurs, ce qui est une chose formidable, mais en plus, au niveau technique, ça vous donnera plus de moyens. Parce que, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est comme en vidéo. Moi, dans mon boulot, on était toujours 3. Il y avait un journaliste réalisateur, un ingénieur du son, un mec qui s'occupe de l'image. Puis on est en concurrence avec des mecs qui font tout à la fois. Le mec qui fait tout à la fois, je l'ai déjà fait aussi. Je peux vous dire qu'on peut y mettre toute la volonté qu'on fait. À 1, on fera toujours un moins bon boulot qu'à 3. Enfin, en principe, hein, sauf si vraiment c'est 3 glandus. Mais du coup, en mutualisant et en vous réunissant ensemble pour faire tout ça, il y a moyen d'améliorer vos programmes aussi, parce que quelqu'un derrière la caméra, c'est toujours assez utile. Quelqu'un qui va vous aider au son, pour faire le son, c'est toujours utile, parce que c'est toujours une galère à régler le son. Donc voilà, pensez
à la mutualisation parce que c'est très important. Petit cours d'image. Il va vraiment falloir que j'accélère. Les réglages que je vais évoquer, ça vaut sur tous les appareils. Caméra, réflexe, c'est toujours les mêmes. Sauf que sur les caméras, en général, on a tout qui est en auto, ou c'est pas très paramétrable. C'est le défaut des caméras. À 200 balles, vous pourrez jamais finement régler vos réglages et faire des trucs, si vous avez envie de faire de la technique, qui soient pile poil parfaits. Cependant, donc, il y a des impondérables. Numéro 1, la lumière. Ça peut paraître con, mais il y a la quantité de lumière. Donc forcément, quand vous n'êtes pas éclairé, vous allez devoir jouer sur d'autres réglages pour faire en sorte que votre peau soit bien exposée, que vous ne soyez pas dans le noir. Des réglages qui vont faire que fatalement, votre image elle va se détériorer. Vous allez avoir du grain qui va apparaître dessus, ça va être moche, ça s'appelle l'ISO ou le bruit numérique. Je vais en parler juste après. Plus vous avez de lumière et plus vous avez de possibilités, en général, au niveau du tournage. C'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir une lumière qui tabasse un petit peu. Donc soit la lumière du jour à un moment donné, soit une lumière un petit peu puissante à vous mettre dans la figure. C'est pas très agréable, mais si vous le jouez bien, ça peut servir aussi votre programme, parce que ça va vous permettre de jouer sur les autres réglages, qui sont donc l'ouverture, le temps d'exposition, l'ISO, la température de couleur et la mise au point. Voilà. L'ouverture. Alors, l'ouverture, imaginez un volet, un petit volet, chez vous, dans votre chambre. Vous l'ouvrez un petit peu, à un quart. Il y a un peu de lumière qui va rentrer. Vous l'ouvrez à fond, il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. C'est ça un diaphragme, c'est ça l'ouverture. Plus vous allez ouvrir, entre guillemets, ce volet, plus ça va laisser de la lumière rentrer, et plus par un jeu de réglage, dans lequel je ne vais pas rentrer techniquement, la profondeur de champ dont on parlait tout à l'heure va être courte. Voilà, donc en gros, plus vous allez ouvrir, et moins vous aurez de latitude pour bouger. Je suis net, je suis flou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vachement important, suivant l'effet que vous voulez donner, si vous voulez donner un effet un peu plus cinéma, de pouvoir ouvrir votre diaphragme, ou si vous voulez être tranquille pour pouvoir bouger un petit peu dans le cadre, de le fermer au contraire. On a le temps d'exposition. Le temps d'exposition, alors là c'est le temps, en général on filme pour le web, en France, à 25 images par seconde. Ça ne change pas, en général. On peut mettre du 24 comme le cinéma, mais en général c'est du 25 images par seconde. Après il y a le temps de pause, qui est quelque chose de différent. C'est le laps de temps pendant lequel votre appareil va laisser rentrer de la lumière pour capter l'image. Et ça va avoir plusieurs influences. Si vous mettez un temps d'exposition à 1/25e, vous avez 25 images par seconde, donc en gros, tous les 25e de seconde, il va s'ouvrir, il va laisser la lumière rentrer pour capter l'image. C'est bien. Si vous filmez quelqu'un en train de courir, il va être flou. Parce qu'en fait, pendant 1/25e de seconde, il va ouvrir pour capter une image, et pendant ce 25e de seconde, peut-être la personne va se déplacer de là à là. Donc du coup, vous aurez une petite traînée. Ça ne va pas être forcément très joli. Si vous mettez un temps de pause à, je ne sais pas, 1/200e, à chaque fois qu'il prendra une image, il va s'ouvrir pendant 1/200e. Donc là, il va capter un instant qui sera beaucoup plus précis. À ce moment-là, vous pouvez capter quelqu'un en train de courir sans aucun problème. Il ne sera pas flou. Tous ces paramètres-là s'articulent ensemble. Il y a une réciprocité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous jouez sur l'ouverture, ça va impacter le temps d'exposition, et ainsi de suite, et le reste. Ensuite, il y a l'ISO. Et ça, l'ISO, c'est le paramètre qu'il faut absolument éviter en vidéo. C'est pour ça que je vous détaille un petit peu les différents réglages, parce que vous pouvez influer dessus afin de faire baisser l'ISO. Pour des cours un peu plus techniques, je vais revoir ça sur Internet. Mais retenez que l'ISO ou le bruit numérique, plus il est haut, plus c'est de la merde, en gros. Vous allez avoir une image qui va fourmiller, qui ne va pas être jolie. À un moment donné, si vous êtes foiré sur votre couleur, par exemple, sur la caméra, et que vous voulez changer en post-production, ça va être encore plus dégueulasse. Ça va baver partout, votre image va être dégueulasse. Donc l'ISO, il faut toujours que ça soit au plus bas possible de vos possibilités. Et ça, sur les réflexes, c'est très important. Sur les caméras, en général, vous n'avez pas trop la main dessus. Si vous avez des réflexes, super important, l'ISO le plus bas possible. Enfin, la température de couleur. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Des fois, c'est bleu à l'extérieur, des fois, c'est jaune à l'intérieur. Ça, il suffit juste de régler votre caméra. En général, vous avez des modes. Vous avez tout simplement des modes. N'hésitez pas à les sélectionner. Vous avez genre mode jour, mode intérieur, mode machin. Sélectionnez-le en fonction de votre lumière. C'est hyper important pour avoir des couleurs qui sont agréables. Parce que c'est aussi un style esthétique. Voir quelqu'un devant sa caméra jaune poussin ou bleu schtroumpf, ça en est un autre. Il faut pouvoir le regarder aussi. Et la mise au point, donc automatique ou manuelle, ça c'est à vous de voir. Je dirais que ça a ses avantages et ses inconvénients.
La mise au point automatique, comme je vous l'ai dit, maintenant, sur les caméras en tout cas, c'est cool. Sur des réflexes pour l'instant, je vous conseillerais une mise au point manuelle. C'est bien d'avoir un copain pour le faire, parce que tout seul, on peut vite se planter et se retrouver à tout filmer et sans s'en rendre compte, faire quelque chose de flou. Certains d'entre vous utilisent un fond vert pour faire des effets. Le fond vert, c'est hyper bien quand c'est maîtrisé. Attention, c'est casse-gueule. Un fond vert, c'est des contraintes en plus, et ça peut rendre une émission qui est pas mal au début, au niveau de la forme, en émission qui est kitsch, vraiment. Et pour avoir un bon fond vert, il faut surtout pas oublier d'éclairer le fond vert. C'est-à-dire que vous allez vous éclairer vous, c'est bien, il faut éclairer le fond vert derrière aussi, l'oubliez pas. C'est-à-dire que vous avez au moins une ou deux sources sur vous qui vous éclairent. Le fond vert, c'est l'écran qui est derrière moi. Vous allez mettre par exemple une source ici pour éclairer le fond derrière. Parce que si le fond n'est pas éclairé, eh bien, en post-production, au niveau des effets spéciaux, ça ne va pas le faire du tout. Et là, vous allez vous retrouver avec des problèmes, des cheveux tout moches qui vont se barrer dans tous les sens. Donc attention au niveau du fond vert, il faut l'éclairer. Conclusion, le tournage, c'est hyper important. Il ne faut pas le négliger du tout. Il faut préparer son tournage. Donnez-vous la peine de faire vraiment quelques tests avant. Un tournage, ça peut évoluer. Moi, j'en suis à mon 10e épisode, je rajoute souvent des trucs encore. Vous n'êtes pas fixe. C'est comme nos programmes à tous. C'est en constante évolution. Donc, n'hésitez pas à demander, à aller chercher sur Internet. Il y a plein de tutos qui existent. Pour améliorer un peu la technique, parce que pour l'instant, c'est ça qui pêche. Et pour l'instant, si on ne parle pas aussi de nous dans les médias traditionnels, c'est parce qu'on nous considère un peu de haut en disant « Ah non, mais attends, c'est que des étudiants dans leur chambre, les mecs ils se filment avec une webcam. Franchement, je vois pas ce qui vient concurrencer la télé. » À un moment donné, si on se met à faire du contenu correct, je dis pas fantastique, mais correct, au moins qu'on a un son qui soit intelligible et qu'on ne soit pas dans le noir, à partir de ce moment-là, on pourra faire progresser les choses. Les choses sont en train de bouger, on commence à avoir de plus en plus de poids. Si on se donne les moyens de faire des programmes de qualité, les gens seront là. Les gens seront là, ça se sent. Et à partir du moment où on aura un pouvoir de décision. Si vous avez des questions, les amis, c'est le moment. Est-ce qu'il y a une autre alternative de lieu de tournage que son appartement ou sa chambre ? Il y a d'autres alternatives. Il peut y avoir les garages des potes. Mine de rien, si on commence à l'aménager un petit peu, même avec des boîtes d'œufs, des trucs n'importe quoi, pour essayer de limiter un peu la réverb, pourquoi pas, ça peut le faire. Il peut y avoir des écoles qui peuvent prêter des trucs. Il peut y avoir des associations de quartier qui prêtent aussi des locaux. Ça, il y en a plein. On ne se doute pas du nombre de lieux mis à la disposition des citoyens lambda. Moi, la dernière fois, j'organisais la fête des voisins chez moi. On devait l'organiser devant. Au final, il pleut. Je me dis, bon, merde, qu'est-ce que je fais ? Bon, bah, j'invite tout le monde. On s'est retrouvé à 20 à la baraque avec des vieux, tout ça. Enfin, c'était cool. Mais si tu veux, le lendemain, j'ai appris qu'en bas de chez moi, il y avait une salle que j'aurais pu demander même au dernier moment et qui m'aurait prêté pour faire la fête des voisins, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, ouais, je le savais pas, c'est con. Mais il y a plein d'alternatives qui existent. Il faut se renseigner. Renseigne-toi auprès de ta mairie. Renseigne-toi qui vont te donner les numéros des associations, même de vidéastes qui existent dans la région, dans la ville, qui eux pourront te supporter, voire même te prêter du matos. Dans certains cas, il y a toujours des alternatives. Maintenant, il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur de téléphoner aux assos et aux mairies. Et puis, d'en parler aux autres vidéastes aussi. À un moment donné, si vous êtes 5-6 vidéastes dans le même coin, il est possible qu'il y en ait un qui ait un lieu de tournage qui soit bien. Donc, à partir de ce moment-là, mutualiser, comme je disais. En fait, tu dis qu'il faut garder tes rushs. Enfin, garder les rushs. Ouais. C'est quelque chose, effectivement. Est-ce que tu gardes ton produit fini, c'est-à-dire ta vidéo montée, etc., ou est-ce que tu gardes la totalité de tes rushs ? Moi, je pense que les deux sont importants. Après, il faut voir ce que vous avez emmagasiné. Durant des tournages, ça se trouve, vous avez fait des plans de coupe, des plans, je sais pas, sur la rue qui passe devant chez vous, par exemple, pour illustrer un propos du genre « Ouais, l'autre con qui est en face, voilà ». Ça, gardez-les. Les plans de coupe, c'est hyper important. Faites-vous une base de données de plans de coupe. Ça pourra toujours vous servir par la suite, même au niveau du montage. Moi, concernant le reste, j'aime bien. Pourquoi ? Je vais vous le dire. J'aime bien l'idée de me dire que j'ai tout à disposition, que je peux juste cliquer sur un fichier à un moment donné, retrouver un projet que j'ai fait il y a 2 ans et repartir sur des musiques libres de droit, parce que je ne sais pas comment d'ici là les musiques auront évolué, pour les changer, tout simplement. Donc là, j'aurai tout mon projet, j'ai juste à changer le truc, tout est fait, c'est magnifique. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne conservez pas les rushs, parce que c'est clair que ça pèse très lourd. Là, j'en suis à 15 épisodes de Nota Bene, j'ai plus de 600 gigas sur mon disque. Donc ça pèse lourd, c'est clair. C'est un investissement à faire. Maintenant, il faut voir si vous êtes prêt à claquer 80 balles ou 100 balles dans un disque 2 Tera pour sauvegarder votre travail. Moi, je pense que ce qu'on fait, on se défonce, ça vaut le coup de le garder, ça vaut 100 balles.
Voilà, si vous pouvez pas le garder, gardez au moins les versions HD de vos exports. C'est le minimum du minimum. Et faites attention, s'il vous plaît, quand vous avez 2 disques durs, à ne pas formater le mauvais et à ne pas tout perdre. Moi je voulais savoir comment filmer en extérieur nuit. Pour filmer en extérieur nuit, la meilleure. Alors, si t'es à la ville, déjà c'est cool de se mettre pas loin d'un réverbère. Hein, déjà, parce que dans tous les cas, même si tu pousses avec. Là, il faut des caméras qui coûtent plusieurs milliers d'euros pour commencer à vraiment à avoir des belles images dans les trucs de nuit. Forcément, le gros défaut de toutes les caméras bas de gamme, on va dire amateur, donc jusqu'à 1000 balles et au-delà même encore, et des réflexes, bien que les réflexes ça soit quand même un de leurs points forts, c'est la gestion des basses lumières. Dès qu'on va être en basse lumière, on va avoir l'ISO, le fameux bruit qui va remonter, et l'image va être pourrie. Honnêtement, ça va être moche. Donc, il faut chercher toutes les sources de lumière possibles. Ça peut être un réverbère, ça peut être, si on est carrément en dèche, un panneau publicitaire, ça peut être n'importe quoi, mais il faut se débrouiller avec les moyens du bord. On s'éclairera jamais avec la lune. S'il n'y a pas de lampadaire, il existe pour certaines caméras des petites, ce qu'on appelle des minettes. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des petites lampes qu'on peut monter sur les caméras sur Amazon. Vous pouvez en trouver pour 10 balles, pas cher, avec en plus des filtres colorimétriques que vous pouvez appliquer dessus. Vous le prenez et alors soit vous avez un truc sur votre caméra, votre réflexe, vous pouvez le plugger par-dessus, soit vous ne l'avez pas et là vous avez soit 3 moins, soit un pote qui tient à côté pour filmer le truc, quoi. Voilà. Mais avec ce genre de matos, dites-vous bien que c'est JT, hein. C'est pour éclairer une personne à 1m50 et si derrière vous avez une cathédrale, elle sera toujours dans le noir. Pour une personne par exemple qui souhaiterait plus se lancer dans ce qui est des courts-métrages, à combien t'évaluerais un budget moyen en termes de matériel vidéo et son? Le court-métrage, c'est toujours la galère parce qu'on sait que c'est souvent des projets qui sont sous-financés graves. Maintenant, du coup, pour se fournir, il y a les écoles de Cinoche, donc là où on peut se fournir en grosse caméra, et au niveau du son. Les sons, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être des micros HF, mais là qui vont coûter dans les 800 balles minimum. Ça peut être des perches. Donc là, il faut obligatoirement un ingé son, mais sur un court-métrage, c'est quand même un indispensable, qui va du coup avec une perche et un micro de bonne qualité, qui peut être à 400-500 balles, qui va être un micro canon, ce qu'on appelle un micro très directionnel, qui va pouvoir le plugger sur sa perche, venir s'installer sur la caméra ou sur un enregistreur externe. Par exemple, il y a le H4n qui est à 200 balles. Qui était un must absolu pour ceux qui n'ont pas de thune et qui veulent vraiment un truc de ouf parce que c'est vraiment bien, c'est l'évolution du zoom H1 que vous avez tous. Là c'est le micro qui est juste au-dessus. Donc il peut se plugger dessus avec sa perche pour prendre le son. Voilà. Après niveau lumière, c'est pareil. Ça c'est à mon avis c'est les écoles, les choses comme ça pour avoir des trucs pas chers. Si on filme en extérieur, avoir une grande plaque de polyester, ça peut se trouver. C'est pas forcément cher si on sait où chercher. Et déjà ça permet d'éclairer un petit peu le sujet en extérieur et de jour. Voilà. Sinon après il y a toujours une alternative. Pour se procurer le matos, c'est les boîtes de loc. Qui peuvent être chers aussi, mais c'est pour ça qu'en général les courts-métrages sont très condensés sur une journée. C'est pour minimiser les coûts de location de matos. Donc là, il faut avoir un budget dès le départ, avoir un partenariat où les gens qui se cotisent justement pour avoir un budget pour le court-métrage et à partir de ce moment-là, se donner les moyens pour aller louer du matos. Donc voilà, je suis désolé, je rentre pas beaucoup dans les détails, mais j'ai répondu à la question. Ok. Bon bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je suis vraiment désolé, je sais pas faire la roue, mais voilà.